Ma belle-fille recevait pour un dîner mondain, mais m'a murmuré « Ne descendez pas, belle maman, nous sommes complets. » Je n'ai pas répliqué, j'ai juste esquissé un sourire. Cette même semaine, elle a compris que la place qu'elle me refusait était liée au toit même qu'elle s'apprêtait à perdre. Laissez-moi vous confier une chose que je n'aurais jamais cru possible à 67 ans. Ce soir-là, tandis que le fumet de la blanquette de veau montait par l'escalier en chaîne jusqu'à ma chambre du premier, j'étais assise sur le bord de mon lit, les mains agitées de tremblements sur mes genoux. Ce n'était pas le froid, mais une fureur contenue. En bas, dans ma propre demeure, fusaient des rires clairs, le tintement des coupes, une musique lounge que Manon avait mise pour impressionner ses relations, ses amis influents qui pouvaient aider Julien dans ses affaires. J'avais passé tout l'après-midi dans cette cuisine à éplucher des carottes, à glacer des petits oignons, à préparer cette blanquette dont ma belle-mère m'avait transmis le secret 40 ans plus tôt. Mes mains exhalaient l'oignon et le laurier. Mon dos me suppliciait d'être resté si longtemps debout. Et quand les invités sont arrivés, quand j'ai entendu la sonnette et les voix enjouées remplir le vestibule, Manon a gravi les marches, ses talons résonnant comme une mise en garde. Elle s'est arrêtée devant ma porte. Elle n'a même pas toqué. « Belle maman », a-t-elle articulé de cette voix sirupeuse qu'elle emploie quand elle désire quelque chose. Il vaut mieux ne pas descendre ce soir. Le fait est qu'il n'y a pas de place à table. Nous avons tout dressé pour 8. Et bon, ce serait gênant de devoir ajouter une chaise, vous voyez? Elle m'a fixé de ces yeux d'ambre que mon fils chérit tant, attendant que j'obtempère comme toujours, comme la vieille femme soumise que j'étais devenue depuis des mois. « Évidemment, ma fille, » ai-je répondu. « Ne t'inquiète pas. » Elle a souri, détendue, et a dévalé l'escalier, ses talons tambourinant sa victoire sur les marches. J'ai fermé la porte doucement. Je suis restée là, écoutant ma propre respiration. En bas, quelqu'un s'est écrié « Quelle résidence splendide vous avez !» Et j'ai entendu la voix de Manon, gonflée de fierté. « Merci, c'est notre petit havre de paix. Nous l'avons agencé nous-mêmes. » Nous-mêmes. Comme si je n'étais pas là. J'ai marché jusqu'à mon lit, et je me suis assise. Par la fenêtre, je distinguais les lumières du jardin que j'avais moi-même dessinées en m'installant ici. Les glycines pourpres que j'avais plantées de mes mains, les vasques en fonte que j'avais ramenées de mon ancien appartement, tout ce que Manon revendiquait désormais comme sien. Je me suis baissée et j'ai tiré de sous le lit un coffret en velours grenat, petit, usé, au coin râpé. Dedans, je gardais quelque chose que personne dans cette maison ne soupçonnait. Pas même Julien, mon fils unique, ne savait ce que ce coffret recelait. J'ai caressé le couvercle et un sourire s'est formé sur mes lèvres. Pas de joie, non. Quelque chose de plus sombre, de plus impérieux. Car cette nuit-là, pendant qu'ils levaient leur verre en bas avec le Sancerre que j'avais réglé, pendant que Manon se vantait de ma recette de blanquette comme si c'était la sienne, pendant que mon fils riait sans monter une seule fois s'enquérir de moi, j'ai pris un parti. J'ai décidé que la place qui m'était refusée à cette table serait l'espace même qu'il perdrait dans cette maison. Si vous voulez découvrir comment une grand-mère fantôme est devenue la femme qui leur a tout repris, restez à l'écoute. Cette histoire ne fait que commencer, et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car les événements de cette semaine-là ont tout bouleversé. Et quand Manon a réalisé ce qu'elle avait fait, il était bien trop tard. Mais pour saisir comment j'en suis arrivée à ce point, je dois vous ramener 3 ans en arrière, au jour où j'ai commis la plus grave erreur de ma vie. M'imaginer que ma famille veillerait sur moi comme je l'avais fait pour eux. 3 ans avant ce dîner, j'habitais un petit appartement, mais qui m'appartenait, sur la colline de la Croix-Rousse, à Lyon. 2 pièces, un balcon avec vue sur la ville, des murs couleur lin que j'avais moi-même repeints après mon veuvage. J'y vivais seule depuis la perte de Michel, mon époux pendant 42 ans. Michel est décédé un mardi de mars, une rupture d'anévrisme foudroyante, alors qu'il taillait les géraniums du balcon. Il est parti si subitement qu'il n'a même pas pu me dire adieu. Je suis restée comme en apesanteur, dans un silence plus affligeant que n'importe quel hurlement.
Les premiers mois furent un purgatoire de solitude. Je cuisinais pour 2 par réflexe. Je posais sa tasse de café sur la table, par mégarde. Je parlais à sa photo avant de m'endormir. Julien venait me voir tous les dimanches, au début, puis tous les 15 jours, enfin 1 fois par mois, toujours avec cette même mine coupable. « Désolée, maman, le travail m'accapare. Manon est débordée, les enfants ont leurs activités. » J'opinais, je souriais. Je prétendais comprendre, mais, à l'intérieur, je m'éteignais lentement. Jusqu'à ce samedi, près d'1 an après ma perte, où Julien est arrivé à l'improviste. Manon était à son bras. Elle portait un tailleur-pantalon écru impeccable, les cheveux noués en un chignon parfait. Julien tenait un sac de croissants chauds. « Maman, il faut qu'on te parle », a dit mon fils en s'asseyant sur le canapé que son père avait acheté 20 ans plus tôt. Je me suis installée en face d'eux. Mon cœur s'emballait déjà. Quand votre fils vous dit « il faut qu'on parle » sur ce ton solennel, ce n'est jamais bon. Manon a pris la parole en premier. « Belle maman, nous avons beaucoup réfléchi à vous, et cela nous tourmente que vous soyez ici toute seule. Cet appartement est si loin de nous. S'il vous arrivait quoi que ce soit, nous ne le saurions que des heures plus tard. » Julien a confirmé en serrant la main de son épouse. « Maman, on veut que tu viennes t'installer avec nous. On vient d'acheter une nouvelle maison à Saint-Germain-en-Laye. Elle a 2 niveaux, 3 chambres. L'une d'elles serait la tienne, avec salle de bain attenante, tout l'espace nécessaire. » J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, comme si le soleil filtrait par une fenêtre close depuis des mois. Mon fils me proposait de vivre avec lui. « Nous ne voulons pas que tu sois seule. » A continué Julien. « Tu es ma mère. J'ai besoin de toi près de nous. Les enfants ont besoin de toi. Et puis, tu nous serais d'une grande aide pour la maison. Ta cuisine est incomparable. Les enfants t'adorent. » Manon a souri. Ce sourire que j'ai appris plus tard à décrypter comme du poison dans du miel. « Ce serait merveilleux de vous avoir avec nous, Adèle. Une famille soudée est une famille forte, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas hésité 1 seconde. Parce que, lorsque vous passez des mois à parler à vos murs, quand la seule voix que vous entendez est la vôtre, quand vous comprenez que vous pourriez mourir dans votre lit sans que personne ne le remarque, avant que l'odeur n'alerte le voisinage, n'importe quelle proposition ressemble au salut. « Oui », ai-je dit, les yeux humides. « Oui, avec joie. » Julien m'a étreinte. Il portait la même eau de toilette que son père. Un instant, j'ai cru que tout irait pour le mieux. J'ai vendu mon appartement en 2 mois. C'était un lieu modeste, mais dans un quartier prisé. J'en ai tiré 240 000 €, une somme colossale pour moi, le fruit de 40 ans d'efforts de Michel et moi. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Julien, il est devenu tendu. « Maman, place bien cet argent. C'est ton patrimoine, ta sécurité. » Mais ma décision était prise. « Mon fils, je veux t'aider. Je sais qu'une grande maison représente un coût. Prends 185 000 €. C'est un prêt. Tu me rembourseras quand tu le pourras, sans pression, sans intérêt. Mais je veux que cet argent serve à ce que nous vivions tous mieux. » Julien est resté muet. Il a regardé Manon. Elle avait les yeux écarquillés, en plein calcul. « Maman, je ne peux pas accepter ça, » a dit mon fils, d'une voix peu convaincue. « Bien sûr que si. Mais je veux que tu signes un papier, une reconnaissance de dette. Non que je me méfie de toi, mon fils. Mais ton père disait toujours « Les bons comptes font les bons amis. » Et nous sommes plus que des amis. Nous sommes une famille. Nous sommes allés chez un notaire, Maître Girard, un homme âgé qui connaissait Michel de longue date. Il a rédigé un acte simple mais formel. Julien reconnaissait la créance de 185 000 €. Il disposait de 5 ans pour la solder, faute de quoi j'obtiendrais légalement 50% de la propriété. Julien a paraphé sans vraiment lire. Il était nerveux, enthousiaste. La maison de ses rêves allait devenir sienne. Manon n'était pas là ce jour-là. Julien a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le pédiatre. J'ai rangé ce document dans mon coffret de velours grenat et j'ai emménagé chez eux 2 semaines plus tard. Les 6 premiers mois furent idylliques. Manon m'appelait Adèle.
avec une tendresse réelle. Elle me demandait des astuces de cuisine. Elle me questionnait sur les plantes du jardin. Les enfants se précipitaient pour m'embrasser en rentrant de l'école. Je me sentais utile, vivante, indispensable. Je cuisinais pour tous. Je donnais un coup de main pour l'entretien. Je gardais les enfants quand Julien et Manon sortaient. J'avais retrouvé ma place. Jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Ce fut une chose infime, presque invisible. Manon est entrée dans le salon et a remarqué que j'avais déplacé un bibelot de la table basse vers la cheminée. C'était un objet laid, en verre fumé, sans charme. J'avais mis à sa place une porcelaine de Limoges, que j'avais héritée. Une pièce délicate peinte à la main. Manon s'est figée. « Belle maman, qui vous a permis de modifier la disposition ?» Sa voix était différente, cassante. « Pardon, ma chérie. Je pensais que ce serait plus harmonieux ainsi. Cette porcelaine est ancienne. Elle a une histoire. » Elle s'est avancée vers la cheminée, a pris ma porcelaine et l'a remisée dans un placard. Elle a replacé son bibelot au centre. « C'est juste que c'est ma maison, belle maman. Et j'aime que les choses restent où je les ai mises. J'espère que vous le comprenez. » Elle a regagné sa chambre sans un regard. Je suis restée là, au milieu de la pièce, sentant quelque chose se fêler en moi. Le soir, j'ai rapporté l'incident à Julien. Il a soupiré d'agacement. « Maman, Manon est très pointilleuse sur la décoration. Ne le prends pas pour toi. Contente-toi de demander avant de bouger quelque chose. C'est tout. » Il n'a pas pris ma défense. Il n'a même pas croisé mon regard. C'était la première fissure. Et comme toutes les fissures, elle était d'abord minuscule, mais avec le temps, elle est devenue un gouffre qui m'a aspiré. Après l'épisode du bibelot, les choses ont commencé à dériver si lentement qu'au début, j'ai cru à une hallucination. Mais non, Manon a entrepris de tout réagencer. D'abord, les voilages. J'avais apporté de mon appartement lyonnais des rideaux en lin brodés à la main par une artisane du Puy-en-Velay. Je les avais installés dans le salon avec tant de soin. C'était mon petit fragment d'identité dans cette demeure. Un samedi, en rentrant du marché, ils avaient disparu. À leur place, des stores vénitiens, gris, modernes, froids, sans âme. « Et mes rideaux, Manon ?» ai-je demandé en m'efforçant de rester calme. Elle n'a même pas levé les yeux de son portable. « Oh, belle maman, je les ai donnés à une œuvre. Ils ne cadrent vraiment pas avec l'esthétique épurée que je veux pour cette maison. Ces vieux tissus ramassent la poussière et font démoder. » Démoder. Ce mot m'a fait plus de mal qu'il n'aurait dû. « Mais c'est une artisane !» ai-je commencé. « Je sais, » m'a-t-elle coupé. « Mais ce n'est pas un musée des arts et traditions populaires ici, n'est-ce pas? C'est une maison contemporaine. Il faut évoluer. » Elle s'est levée et est partie, me laissant là avec mes sacs de provisions, encore à la main. Je n'ai rien ajouté. J'ai avalé mes paroles comme un poison. Puis ce fut au tour du mobilier. J'avais apporté une bergère en noyer où Michel lisait son journal chaque matin. Je l'avais installée dans un coin du salon, près de la baie vitrée. C'était mon refuge pour le café de l'après-midi. Un matin, en descendant, elle n'y était plus. « Où est ma bergère ?» ai-je demandé, le cœur serré. « Je l'ai vendue sur Vinted », a répondu Manon sans ciller. Elle encombrait, et en plus le velours était usé. « Je vous ai récupéré 80 €. C'est dans le pot de la cuisine. 80 € pour le dernier meuble qui me venait de Michel. J'ai suffoqué. Manon, cette bergère était à mon mari. Tu n'avais pas le droit. Oh, belle maman, ne faites pas de drame. C'était un vieux fauteuil. Et puis, vous êtes hébergée ici. Vous ne pouvez pas exiger de remplir ma maison avec vos antiquités. Hébergée. Ce mot m'a transpercé l'âme. J'ai cherché Julien du regard. Il était là, attablé, buvant son café. Il avait tout saisi. « Julien !» ai-je imploré des yeux. Il a posé sa tasse. Il a soupiré comme si j'étais la source du problème. « Maman, essaie de comprendre. C'est Manon qui gère cette maison. C'est elle qui décide de l'ambiance, de l'agencement. On ne peut pas se quereller pour chaque objet. Laisse-la faire. C'est son univers. » Son univers. Pas le nôtre. Pas le mien. Le sien.
Je me suis réfugiée dans ma chambre et j'ai pleuré à m'en faire mal à la gorge. Mais ce n'était qu'un prélude. Quelques semaines après, Manon a décroché toutes les photos de famille du couloir. Photos du mariage de Julien, photos des enfants nouveau-nés, photos de Michel et moi, pour nos noces d'or. Elle les a remplacées par des lithographies abstraites, achetées en galerie. Des formes sans signification. C'est que les photos personnelles alourdissent le style, m'a-t-elle dit quand j'ai faiblement protesté. C'est plus chic comme ça, plus tendance. Elle a entassé tous mes souvenirs dans une caisse en carton qu'elle a posée dans ma chambre, comme si ma vie passée ne méritait pas d'être vue. Et j'ai commencé à me sentir exactement comme ça. Invisible. Les repas aussi se sont transformés. Avant, nous cuisinions à deux. Je lui transmettais mes recettes. Elle semblait curieuse, prenait des notes, s'informait sur les dosages. Puis, soudain, elle a cessé de solliciter mon aide. J'ai assimilé ce que je devais savoir, belle maman. Maintenant, je préfère m'en occuper seule. Reposez-vous. Me reposer. Cela semblait attentionné, mais la véritable signification était « Sors de ma cuisine ». J'ai arrêté de cuisiner, j'ai arrêté de dresser la table, j'ai arrêté de me sentir membre de la famille. Je suis devenue une ombre errant au premier étage. Manon s'est mise à me donner des directives comme si j'étais sa domestique. « Adèle, vous pouvez vous occuper de la vaisselle ce soir? Je suis épuisée. »« Adèle, pourriez-vous repasser cette chemise de Julien? Je n'en ai pas le temps. »« Adèle, les enfants sont rentrés pleins de boue. Nettoyez leurs bottes, je vous prie. » Et j'obéissais, parce que j'avais peur. Peur de me retrouver seule à nouveau. Peur que Julien me signifie que je n'étais plus la bienvenue. Peur de perdre le seul lien qui me restait. La proximité de mon fils. Mais il y avait pire que les directives. C'était la façon dont Manon parlait de moi quand elle me croyait hors de portée de voix. Un jour, j'étais dans l'escalier quand j'ai perçu sa voix au salon. Elle téléphonait à quelqu'un, sans doute une amie. « Tu n'imagines pas comme c'est lourd d'avoir sa belle-mère chez soi », disait-elle avec exaspération. Tout sans le renfermer. Elle reste en robe de chambre jusqu'à midi. Elle cuisine avec tellement d'échalotes que la maison empeste. Et le pire, c'est que Julien la protège parce que c'est sa mère. Mais moi, j'en ai assez. Vraiment assez. J'ai entendu des gloussements à l'autre bout. « Oui, je sais que c'est provisoire », a enchaîné Manon. « Tôt ou tard, elle devra partir, ou on lui trouvera une solution. Mais elle ne peut pas rester ici indéfiniment. C'est ma maison, pas un AirPad. » Je me suis assise sur la marche, les jambes tremblantes. C'est ainsi qu'elle me voyait. Comme un fardeau temporaire, un détritus en attente d'être évacué. Je suis remontée dans ma chambre sans un bruit. J'ai verrouillé la porte et je me suis regardée dans la glace. J'ai vu une femme de 67 ans, aux cheveux blanchis, à la peau marquée, aux mains fébriles. J'ai vu quelqu'un qui avait perdu sa place dans ce monde, quelqu'un qui ne comptait plus. Mais mon regard a glissé vers le coffret de velours grenat, sous mon lit. Et quelque chose en moi a commencé à frémir. Ce n'était pas encore de la colère. C'était plus dangereux, le germe de la revanche. Car pendant que Manon m'effaçait de cette maison, je détenais un secret qui pouvait tout effacer, y compris elle. Il y a des moments dans l'existence qui vous fracturent. Des moments où la personne que vous étiez s'éteint pour laisser place à une autre, radicalement différente. Pour moi, ce moment est survenu un mercredi d'octobre. Cela faisait 3 mois que je vivais en fantôme dans cette maison. Je montais et descendais l'escalier en silence. Je mangeais seule à l'office pendant qu'il soupait dans la salle à manger. Je m'isolais dans ma chambre avant que Manon ne rentre de son cours de pilates pour ne pas l'importuner de ma présence. Mais ce mercredi-là, la rage de dents que j'avais ignorée pendant des semaines est devenue intolérable. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, la joue gonflée, des larmes brûlant mes joues. Le côté gauche de ma mâchoire lançait comme s'il avait son propre cœur, pulsant la douleur à chaque instant. J'ai attendu 8 heures pour descendre. Je ne voulais réveiller personne. Julien était dans la cuisine, se préparant un café avec cette machine sophistiquée que Manon avait exigée. « Mon fils », ai-je dit d'une voix faible.
Il faut que j'aille chez le dentiste. Je souffre terriblement. » Il m'a regardée avec une inquiétude palpable. Une seconde, j'ai revu l'enfant qui se jetait dans mes bras quand il s'écorchait au parc. « C'est si grave, maman ? » ?»« Je n'en peux plus. Il faut une intervention d'urgence. » J'ai appelé le cabinet qui me suivait depuis des années. Ils m'ont donné un rendez-vous dans l'après-midi. Le verdict fut sans appel. Abcès sévère sous une couronne. Il fallait la déposer, nettoyer en profondeur et commencer un traitement antibiotique lourd. « Cela fera 950 €, m'a annoncé la secrétaire d'un ton neutre. « Comment souhaitez-vous régler ?» J'ai senti le sol se dérober. J'avais épuisé presque toutes mes liquidités pour participer aux frais de la maison ces derniers mois. Les courses au traiteur, les frais de scolarité des enfants, ces petites dépenses que Manon m'incitait à partager puisque nous vivons sous le même toit. Il ne me restait même pas 300 € sur mon compte. Puis-je verser un acompte et payer le reste plus tard ? Ai-je demandé mortifiée. « Je regrette, madame. C'est la politique du cabinet, règlement intégral. » Je suis rentrée la joue déformée, la douleur battante et le cœur broyé par la honte. Ce soir-là, j'ai attendu que Julien ait fini de dîner. Manon était à l'étage avec les enfants. Je me suis assise face à lui au salon. « Mon fils, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Il a posé la télécommande. « Dis-moi, maman. J'ai besoin de 950 € pour le dentiste. C'est urgent. Je te jure que je te les rends dès que... » Je n'ai pas pu finir. J'ai vu sur son visage une expression nouvelle. La gêne. « 950 €, a-t-il répété, comme si c'était une fortune. « Oui, mon fils, c'est un abcès grave. Si je ne le soigne pas, ça peut dégénérer. » Julien s'est passé les mains sur le visage, a jeté un œil vers l'escalier. On entendait l'eau de la douche couler. « Maman, c'est que... il faut que j'en parle à Manon. » Le monde s'est figé. « En parler ?» ai-je répété sourdement. « Oui, c'est qu'on gère le budget à deux. C'est elle qui suit tous les comptes. Je ne peux pas décider d'une telle dépense sans la consulter. » Quelque chose en moi s'est fendu, avec un bruit que j'étais la seule à entendre. « Julien, » ai-je dit en m'efforçant de garder mon calme, « je suis ta mère. J'ai besoin de soins. Je ne te demande pas un caprice. Je te demande de l'aide. Je sais, maman, je sais, mais... » « Mais quoi ?» Ma voix commençait à se briser. « Tu as besoin de l'autorisation de ta femme pour secourir ta propre mère ?» À cet instant, Manon est descendue. Elle portait un déshabillé de soie rose poudré, les cheveux enroulés dans une serviette. Elle sentait la crème coûteuse. « Que se passe-t-il ?» a-t-elle demandé de ce ton de celle qui a tout entendu. Julien s'est levé, fébrile. « Ma mère a besoin de 950 € pour le dentiste. » Manon m'a jaugé de haut en bas. Elle a vu ma joue enflée, mes yeux rougis, ma posture suppliante de mendiante dans ma propre famille. « Oh, ma pauvre Adèle !» dit-elle avec une fausse commisération. 950 €, c'est énorme. Ça ne peut pas attendre quelques mois ? Là, on est vraiment juste. On vient de payer l'acompte pour les vacances au ski. C'est une infection, ai-je répété. Ça ne peut pas attendre. Manon a soupiré comme si j'étais une enfant obstinée. C'est que les soins dentaires sont hors de prix. Il n'y a pas d'option plus économique. Il y a des centres de santé mutualistes. Vous pouvez y aller. Je l'ai regardé, sidéré. Des centres mutualistes. Moi, qui avais donné près de 185 000 € à son époux. Moi qui cuisinais, nettoyais, m'occupais de ses enfants. Je devais aller faire la queue dans un centre public, pendant qu'elle s'offrait des soins, en institut, à 300 € et renouvelait sa garde-robe chaque saison. J'ai regardé Julien, espérant qu'il intervienne, qu'il me défende, qu'il se souvienne de moi. Mais il fixait le parquet. « Maman !» dit-il enfin sans lever la tête. « Laisse-moi voir ce qu'on peut faire. Donne-moi quelques jours. Quelques jours. Pour mon propre fils, ma souffrance pouvait patienter quelques jours. » Je me suis levée péniblement. J'ai senti mes genoux fléchir. « Ne t'en fais pas !» dis-je d'une voix qui m'était étrangère. « Je vais trouver une solution. » J'ai monté les marches en m'agrippant à la rampe. Chaque marche était un supplice. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé.
Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Michel. J'ai pleuré l'humiliation. J'ai pleuré la trahison. J'ai pleuré parce que le fils que j'avais élevé, le fils à qui j'avais tout offert, le fils qui s'endormait dans mes bras après un cauchemar, ce fils venait de demander à sa femme la permission d'aider sa mère malade. Et la permission avait été refusée. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je suis restée assise dans l'obscurité, à fixer le coffret de velours grenat. J'ai pensé à Michel, à quel point il serait atterré de voir ce qu'était devenu son fils. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits, les nuits sans sommeil quand Julien était nourrisson, les heures supplémentaires pour lui payer son école de commerce, les fois où je m'étais privée pour qu'il ne manque de rien. Et maintenant, il avait besoin d'une permission. Permission de m'aimer, permission de s'occuper de moi, permission de se souvenir de mon existence. Quelque chose a basculé en moi cette nuit-là. La rage de dents persistait, mais il y avait une nouvelle douleur, plus viscérale. Une douleur qui ne se soigne ni aux antibiotiques, ni par la chirurgie. La douleur de savoir que pour votre propre chair, vous n'êtes plus une priorité. Vous êtes une dépense inopportune, un problème à gérer, un fardeau à endurer. J'ai ouvert le coffret grenat d'une main tremblante. J'en ai sorti le document que j'y préservais depuis 3 ans. Je l'ai lu en entier à la lueur de ma lampe. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un semblant de pouvoir. Car il pouvait m'ôter ma dignité. Il pouvait m'ôter ma place à leur table. Il pouvait même m'ôter mon identité. Mais il ne pouvait pas m'ôter ce qui m'appartenait de droit. Et même si je l'ignorais encore, ce papier serait ma revanche et ma libération. 2 semaines après l'incident du dentiste, Manon est entrée dans ma chambre un vendredi matin. Sans frapper, elle ne frappait jamais. Elle a poussé la porte comme si elle entrait dans son propre dressing. « Belle maman, j'ai besoin de vous samedi. » J'étais assise sur le lit, lisant un recueil de poèmes que Michel m'avait offert il y a longtemps. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé sans lever les yeux. « Je donne un dîner. Julien a invité des clients importants, des gens qui peuvent l'aider à signer un gros contrat. Il faut que tout soit irréprochable. » J'ai fermé le livre lentement. « Et que veux-tu de moi ? Votre aide en cuisine, pardi. Vous cuisinez divinement. Je pensais faire cette blanquette de veau que vous préparez, celle à la crème et aux champignons. Julien l'adore. Évidemment, elle avait besoin de moi quand cela l'arrangeait. « À quelle heure ?» ai-je demandé d'une voix neutre. Je les ai conviés à 20h, mais il faudrait commencer la préparation vers 15h. C'est beaucoup de travail. Nous serons 8. 8 personnes. J'ai acquiescé sans un mot de plus. Le samedi arriva, gris et humide. Je suis descendue à 15h pile. Manon était déjà au fourneau, les cheveux en chignon haut, vêtue d'un tablier blanc immaculé. « Parfait, vous voilà !» lança-t-elle sans un bonjour. « Commencez par éplucher ces carottes. Je veux qu'elles soient taillées en biseaux réguliers, pas de coupe grossière. » Elle m'a parlé comme si j'étais son commis, mais j'ai ravalé ma fierté et j'ai commencé à éplucher. Durant les 5 heures qui suivirent, j'ai œuvré sans relâche. J'ai épluché des carottes, des navets, j'ai glacé des petits oignons, j'ai émincé des champignons jusqu'à ce que mes yeux me piquent. J'ai préparé la blanquette avec la recette que ma belle-mère m'avait apprise 40 ans plus tôt. Cette recette transmise de mère en fille, celle que Manon ne pourrait jamais maîtriser, car elle exige de l'amour, pas seulement des ingrédients. J'ai fait un riz pilaf parfait et une tatin aux pommes pour le dessert. Manon me dirigeait sans répit. « Adèle, ces champignons sont trop épais. Émincez plus finement. »« Adèle, récurez cette cocotte. Il y a des marques. »« Adèle, la table est mal dressée. Les verres à vin sont à droite. » Chaque ordre était une blessure, mais je restais silencieuse, obéissante. À 19h30, Manon est montée en trombe s'apprêter. Je suis restée en cuisine à nettoyer les derniers ustensiles, à ranger les plats. Mes mains sentaient le thym et le laurier. Mon dos me lançait d'être restée debout tant d'heures. J'avais une éclaboussure de sauce sur mon chemisier. Je suis montée me changer. J'ai mis un chemisier propre couleur ciel,
Je me suis coiffée. J'ai mis une touche de rouge à lèvres bois de rose. Je suis redescendue, prête à m'attabler. Car, même si personne ne l'avait formulé, je supposais qu'après 5 heures passées en cuisine, j'aurais ma place à ce dîner. Quelle naïveté! À 20 heures précises, les invités affluèrent. 3 couples élégants, les hommes en costumes sombres, les femmes en robes fourreaux et bijoux qui scintillaient sous la lumière du hall. Manon les a accueillis en reine de son domaine. Elle portait une robe vert émeraude, des escarpins dorés, les cheveux ondulés. Elle était éblouissante. Julien se tenait à ses côtés, souriant, serrant des mains, l'hôte parfait. Je suis restée dans l'escalier, observant, attendant qu'on m'appelle. Mais personne ne l'a fait. Les invités sont passés au salon. On entendait des rires, le choc des coupes, la musique lounge que Manon avait lancée. 20 minutes passèrent, puis 30. Personne ne vint me chercher. Finalement, j'ai entendu les pas de Manon dans l'escalier. Elle montait vivement, ses talons annonçant son arrivée comme un roulement de tambour. Elle s'est arrêtée face à moi. Son parfum capiteux était si puissant qu'il m'indisposa. Elle s'est approchée et à voix basse, presque en un souffle, elle m'a dit « Belle maman, il vaut mieux ne pas descendre ce soir. » Je l'ai regardée, interloquée. « Comment cela? C'est qu'il n'y a pas de place à table? Nous avons tout organisé pour 8 personnes. Pile. Ce serait gênant de devoir ajouter une chaise, vous comprenez? Pas de place. » Ces 3 mots se sont fichés dans ma poitrine comme des poignards de glace. « Mais c'est moi qui ai tout préparé, » ai-je dit d'une voix chevrotante. « Je sais, belle maman. Et c'est exquis. Je vous montrai une assiette tout à l'heure. Mais ce soir, c'est crucial pour Julien. Nous devons faire forte impression. Et vous savez ce que sont ces dîners d'affaires. Que des adultes. Des conversations soporifiques. Vous seriez bien mieux ici à vous détendre. » Je l'ai fixé, cherchant dans ses yeux d'ambre une once d'humanité. Je n'y ai vu qu'un calcul glacial. « Julien est au courant que tu me demandes cela ?» ai-je demandé. « C'est une décision commune. » Elle a menti sans ciller. Lui aussi pense que c'est préférable. Quelque chose en moi a voulu hurler, a voulu descendre cet escalier et prendre place à cette table, a voulu clamer à tous ces invités chics qui avaient réellement cuisiné ce repas. Mais je ne l'ai pas fait, car il ne me restait plus d'orgueil, juste de l'épuisement. « C'est d'accord », ai-je dit d'une voix éteinte. « Je ne descendrai pas. » Manon a souri, soulagée. « Merci, Adèle. Je savais que vous comprendriez. Vous êtes Paune toujours si conciliante. » Elle a dévalé les marches, ses talons martelant sa victoire sur le bois. Je suis restée là, dans le couloir sombre du premier étage. J'entendais le dîner débuter en bas. J'ai entendu quelqu'un s'exclamer « Quelle résidence splendide vous avez !» et la voix de Manon répondre fièrement « Merci, nous l'avons agencé nous-mêmes. C'est notre havre de paix. » Notre, comme si je n'existais pas. J'ai marché lentement jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. L'arôme de la blanquette filtrait sous la porte. Ma blanquette, ma recette, mon labeur. J'ai entendu des rires, des toasts, encore de la musique. Et puis j'ai entendu quelque chose qui m'a anéanti. Une femme a demandé « Et la mère de Julien ne vit pas avec vous ?» Il y eut un court silence. Puis la voix de Manon, douceâtre comme du miel empoisonné. « Ah, si, ma belle-mère vit ici, mais elle préfère se coucher tôt. Vous savez comment sont les personnes d'un certain âge. Elles fatiguent vite. Des rires. Tous ont ri. Comme si j'étais une vieille femme sénile qui s'endort à 20 heures. Comme si je n'avais pas passé 5 heures à cuisiner pour eux. Comme si je n'existais pas, sinon comme la belle-mère qui vit à l'étage. Je me suis levée, chancelante. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin que j'avais planté luisait sous la lune. Les glycines pourpres, les vasques en fonte, les plantes qui prospéraient parce que je les arrosais chaque matin. Tout ce que Manon appelait « sien ». Je me suis retournée et j'ai regardé mon lit. Dessous, il y avait le coffret de velours grenat. Je l'ai sorti d'une main fébrile. Je l'ai ouvert. La lumière de la lampe a éclairé le document que j'y gardais.
la reconnaissance de dette, l'accord légal, la preuve que cette maison, en vérité, était aussi la mienne. Et quelque chose en moi a changé à cet instant. Ce n'était plus de la douleur, ni de la tristesse. C'était de la lucidité. Une lucidité froide et pure comme le cristal. Manon m'avait refusé une place à sa table. Elle m'avait réduite à l'état de servante invisible dans ma propre maison. Elle m'avait humiliée devant des inconnus. Et pire, mon fils l'avait cautionné. Mais elle ignorait une chose. Elle ignorait que la place qu'elle me refusait ce soir était le même espace qu'elle était sur le point de perdre. Parce que cette maison qu'elle proclamait sienne, avec tant d'arrogance, n'était pas entièrement à elle. Et j'avais le pouvoir de le lui démontrer. Je me suis assise sur le lit, caressant le document et, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Non pas de bonheur, de justice, parce que la guerre venait d'être déclarée. Et cette fois, je n'allais pas la perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans l'obscurité de ma chambre, le coffret ouvert sur mes genoux, scrutant ce document comme s'il était la carte de ma liberté. En bas, le dîner s'est prolongé jusqu'à plus de minuit. Des rires, de la musique, le tintement des coupes encore et encore. Personne n'est monté m'apporter une assiette comme Manon l'avait promis. Personne n'a demandé de mes nouvelles. Et j'en étais heureuse. Car chaque rire que j'entendais, chaque toast qu'il portait avec mon vin, dans ma maison, en dégustant ma cuisine, était un clou de plus dans leur cercueil. Maintenant, laissez-moi vous révéler une chose que personne dans cette maison ne sait. Une chose que j'ai gardée secrète pendant 3 ans, comme un atout-maître. Quand j'ai vendu mon appartement de la Croix-Rousse, j'ai touché 240 000 €. C'était tout ce que Michel et moi avions bâti en 42 ans de mariage. Cet argent symbolisait des décennies de labeur, de sacrifices, de levées à l'aube, de repas frugaux pour économiser, de vêtements jamais renouvelés pour que Julien ait des études décentes. Quand mon fils m'a dit qu'il voulait acheter cette maison à Saint-Germain-en-Laye, avec jardin, j'ai vu l'envie dans ses yeux. « Maman, elle est parfaite. Elle a 3 chambres. Les enfants pourraient avoir leur espace. Et toi aussi. Ce serait notre maison de famille. » Mais il lui manquait une partie de l'apport que la banque exigeait. Son dossier n'était pas assez solide. Manon venait de cesser de travailler pour s'occuper des enfants. Ils étaient aux abois. Et moi, je voulais juste le bonheur de mon fils. « Prends l'argent, » lui ai-je dit un dimanche après le repas. 185 000 €, c'est pour toi. Julien est resté quoi? « Maman, je ne peux pas accepter. C'est ton patrimoine, ta sécurité. Tu es mon fils, ma seule famille. À quoi bon cet argent s'il ne sert pas à t'aider? » Mais Michel m'avait enseigné une chose essentielle durant nos années communes. L'amour n'exclut pas la prudence, Adèle. Protège-toi toujours, même de ceux que tu aimes. Et ces mots résonnaient en moi. Julien, je te donne l'argent, mais à une condition. Il m'a regardée, perplexe. Laquelle? Que tu signes un document, une reconnaissance de dette officielle, où tu admets que c'est un prêt, pas un don. Tu me rembourseras quand tu le pourras, sans pression, sans intérêt. Mais je veux une trace écrite. J'ai vu l'hésitation dans son regard. « Maman, tu n'as pas confiance en moi? » Bien sûr que j'ai confiance en toi. Mais la vie est pleine d'imprévus, mon fils. Et ton père disait toujours, « Les bons comptes font les longues amitiés. C'est une protection pour nous deux. » Il a accepté à contre-cœur. Nous sommes allés chez Maître Girard, le notaire qui connaissait Michel depuis leur jeunesse. Un homme sérieux, rigoureux, qui ne laissait rien au hasard. « Madame Adèle, » m'a-t-il dit en préparant l'acte, « je voudrais vous suggérer quelque chose, si vous me le permettez. Dites-moi, maître, en plus de la reconnaissance de dette, nous devrions insérer une clause de garantie. Au cas où votre fils ne pourrait pas vous rembourser dans le délai imparti, vous auriez le droit légal de réclamer un pourcentage de la propriété. » Julien s'est agité sur sa chaise. « Est-ce vraiment nécessaire ?» a-t-il demandé. « C'est prudent, » a répondu Maître Girard. « Nous ne disons pas que vous n'allez pas payer, jeune homme. Mais juridiquement, votre mère investit près de 185 000 € dans un bien immobilier sur lequel elle n'aurait aucune prise.
Ceci la protège. J'ai regardé mon fils. Qu'en penses-tu, mon fils? Il a soupiré, a levé les yeux au ciel, puis m'a regardé. C'est d'accord, comme tu voudras, maman. Maître Girard a rédigé l'acte complet. Je, Julien Fournier, reconnais avoir reçu de ma mère, Adèle Fournier veuve Lambert, la somme de 185 000 €, 185 000 €, à titre de prêt sans intérêt pour l'acquisition de la propriété 6, 12, rue des Tilleuls, à Saint-Germain-en-Laye. Je m'engage à solder cette dette dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date de signature. En cas de manquement total au terme du délai fixé, la prêteuse Adèle Fournier, veuve Lambert, détiendra un droit légal irrévocable à hauteur de 50% de la propriété susmentionnée, devenant ainsi copropriétaire enregistré auprès des autorités compétentes. Julien a signé. J'ai signé. Maître Girard a authentifié l'acte et celui-ci fut enregistré légalement. Nous sommes sortis de l'étude et Julien m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Je te promets de te rembourser chaque centime. Je te le jure sur la mémoire de papa. Je sais, mon fils, je sais. Mais il y a une chose que je lui ai tue à ce moment-là. Une chose que j'ai gardée pour moi, pour ne pas ternir sa joie. Quand Manon a appris que j'avais contribué à l'achat, sa réaction fut étrange. Nous étions dans la cuisine après la signature. « Belle maman, Julien m'a dit que vous aviez mis de l'argent pour la maison. Quelle générosité !» Sa voix était mielleuse, mais pas son regard. « C'est mon fils, » ai-je répondu. « Je ferai tout pour lui. » Bien sûr, bien sûr. Mais c'est beau que vous l'ayez fait sous forme de don. Parce qu'imaginez si c'était un prêt, ce serait gênant, non? De vivre dans une maison où l'on doit de l'argent à sa propre mère. Je suis restée silencieuse. Elle a poursuivi tout en coupant des légumes. De plus, cette maison est à nous, à Julien et à moi. Notre foyer, où nous élevons nos enfants. Ce serait terrible de penser que quelqu'un d'autre puisse y avoir un droit, n'est-ce pas? J'ai compris à cet instant que Julien ne lui avait jamais parlé de l'acte, jamais dit qu'il avait signé une reconnaissance de dette, jamais mentionné la clause des 5 ans. Manon croyait que j'avais fait don de près de 185 000 € à son mari, sans contrepartie. Et je l'ai laissé le croire. Parce qu'une intuition me disait qu'un jour, cette ignorance serait ma meilleure alliée. J'ai rangé l'acte dans mon coffret de velours grenat. Je l'ai dissimulé sous mon lit, et pendant 3 ans, je n'y ai plus jamais fait allusion. Pas même quand Julien n'a jamais remboursé un seul centime. Pas même quand le terme des 5 ans approchait dangereusement. Pas même quand Manon a commencé à me traiter comme une quantité négligeable. Je l'ai gardée comme on garde une arme, en attendant le moment propice pour la dégainer. Et cette nuit-là, après le dîner auquel j'étais indésirable, après avoir entendu qu'on me décrivait comme l'aïeule, qui fatigue tôt, après avoir été transparente dans ma propre maison, j'ai su que ce moment était venu. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts. Maître Chevalier, l'associé de Maître Girard, un avocat de 71 ans, spécialiste en droit de la famille et du patrimoine, un ami intime de Michel. Je lui ai envoyé un message à 2 heures du matin. « Maître Chevalier, c'est Adèle, veuve Lambert. J'ai besoin de vous voir d'urgence. J'ai un document que je dois faire valoir. Pouvez-vous me recevoir lundi ?» La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. « Madame Adèle, évidemment. Je vous attends à 10 heures à mon cabinet. Quelle que soit la situation, nous trouverons une issue. » J'ai éteint le téléphone. J'ai regardé l'acte une dernière fois et j'ai souri. Un sourire que Michel aurait reconnu. Le sourire de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à regagner. Car Manon pouvait bien garder sa table parfaite, ses invités sophistiqués, son illusion d'être la châtelaine. Mais ce château était bâti sur du sable, et j'étais la marée qui s'apprêtait à tout submerger. Les jours qui ont suivi ce dîner furent une dégringolade sans fin. Chaque jour était une marche de plus vers l'effacement. Manon ne prenait même plus la peine de masquer son irritation. Le lundi matin, je suis descendue déjeuner comme à mon habitude. J'ai préparé du café dans la vieille cafetière que j'avais apportée de Lyon. Manon est entrée dans la cuisine dans sa tenue de yoga moulante, prête à partir à son cours.
Elle m'a regardée comme si elle venait de découvrir une vermine sur le plan de travail. « Adèle, pouvez-vous déjeuner plus tôt ou plus tard? À cette heure-ci, j'ai besoin de la cuisine pour les jus détox des enfants. Vous me gênez. Vous me gênez. » Ces 2 mots se sont imprimés dans ma chair. « Bien sûr, » ai-je dit en prenant ma tasse. « Je monte dans ma chambre. »« Parfait. C'est mieux pour tout le monde. » J'ai gravi les escaliers avec mon café tiède et ma fierté en lambeaux. À compter de ce jour, j'ai pris mes repas dans ma chambre, comme une recluse dans ma propre maison. Le mardi, alors que j'arrosais les plantes du jardin, ces glycines pourpres que j'avais moi-même plantées en arrivant, Manon est sortie de la maison, hors d'elle. « Qui vous a donné la permission d'arroser ?» a-t-elle crié depuis le perron. J'ai lâché le tuyau. « Pardon, je pensais qu'elles avaient soif. Nous avons un paysagiste pour cela. Il s'appelle Thomas. Il vient le jeudi. On n'a pas besoin que vous jouiez à la jardinière. Mais ces glycines, c'est moi qui les ai plantées. Eh bien maintenant, tout ici est à moi, » m'a-t-elle coupé d'une voix acérée. Les plantes, le jardin, la maison, les meubles, tout. Alors ne touchez à rien, sans demander d'abord. C'est clair? Je suis restée là, les mains humides, retenant les larmes qui menaçaient de déborder. C'est clair, ai-je soufflé. Elle est rentrée en claquant la porte. Je suis restée à contempler mes glycines, ces fleurs que j'avais soignées pendant 3 ans, ces plantes qui avaient grandi parce que je leur parlais chaque matin, parce que je leur mettais de l'engrais spécial, parce que je les taillais avec amour. Et maintenant, je ne pouvais même plus les arroser sans autorisation. Le mercredi fut pire. Je suis descendue au salon pour regarder la télévision, juste pour me changer les idées, voir une émission culinaire ou un vieux film. Manon était là, pratiquant ses étirements au milieu du salon sur un tapis couleur jade. « Belle maman, que désirez-vous » a-t-elle demandé sans ouvrir les yeux, dans une posture improbable. Je voulais regarder un peu la télévision. Ah, ce n'est pas possible. J'attends des amis dans une demi-heure. Elles viennent pour le thé et j'ai besoin que le salon soit libre. Et puis, avec la télé allumée, je ne peux pas me concentrer sur ma méditation. Et où puis-je aller? Elle a entrouvert un œil. Elle m'a regardée comme si j'étais débile. Dans votre chambre, j'imagine. Où aller marcher? Il fait beau. Votre chambre. Comme si le reste de la maison ne m'appartenait pas aussi. Je suis remontée sans un mot. De la fenêtre de ma chambre, j'ai vu arriver 3 femmes élégantes, coiffures impeccables, sacs de luxe, tenues hors de prix. Elles sont entrées dans ma maison en riant comme si elles étaient au country club. J'ai entendu leur voix, leur rire, le cliquetis des tasses en porcelaine. Et puis j'ai saisi quelque chose qui m'a glacé le sang. L'une d'elles a demandé « Manon, et ta belle-mère vit toujours ici ?»« Ah oui », a répondu Manon avec ce ton las que je connaissais trop bien. « Elle est dans les parages. Je crois qu'elle est en haut. C'est qu'elle préfère rester dans sa chambre. Elle n'aime pas trop se mélanger. » Menteuse. Je ne préférais pas être en haut. On m'y avait exilée. Une autre voix a dit « Ça doit être pesant, non, d'avoir sa belle-mère chez soi. »« Tu n'imagines pas, » a soupiré Manon. « Mais bon, c'est provisoire. On va finir par lui trouver une place où elle sera mieux prise en charge. Une résidence senior, ou quelque chose du genre. » Silence. Puis des rires gênés. « Enfin, tu sais ce qui était le mieux pour ta famille, » a dit l'une d'elles. « Exactement. C'est ma maison et je dois penser à mes enfants, à mon couple. Je ne peux pas vivre éternellement avec une personne âgée qui demande une attention constante. Personne âgée. Comme si j'étais un vieux meuble encombrant. J'ai fermé la fenêtre si brusquement que la vitre a vibré. Je me suis assise sur le lit, tremblant de colère. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Chevalier. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Madame Adèle, comment allez-vous ?»« Maître Chevalier, » ai-je dit d'une voix brisée. « J'ai besoin qu'on avance notre rendez-vous. Je ne peux pas attendre lundi. Pouvez-vous me recevoir demain ?» Il y eut un silence. « Tout va bien ? Il vous est arrivé quelque chose ? » « Je vais bien. »
Mais j'ai besoin d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Venez demain à 15h et apportez le document. J'y serai. Cette nuit-là, Julien est rentré tard du bureau. Je l'ai entendu monter directement se coucher sans passer me saluer. Il ne s'enquérait même plus de moi. J'étais devenue transparente, même pour mon propre fils. Le jeudi matin, je me suis préparée avec soin. J'ai mis une robe bleu roi que Michel m'avait offerte pour notre dernier anniversaire. Je me suis maquillée sobrement. Je me suis coiffée avec application. J'ai descendu les escaliers en serrant mon sac, où j'avais mis le coffret de velours. Manon était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner des enfants. « Où allez-vous si élégante, belle maman ?» a-t-elle demandé d'un ton narquois. « J'ai un rendez-vous, » ai-je répondu sans la regarder. « Ah, très bien. Au fait, à votre retour, vous pourriez nettoyer la cuisine? J'ai une journée chargée. » Je n'ai pas répondu. Je suis sortie de la maison, sentant son regard méprisant dans mon dos. L'étude de maître Chevalier était dans le centre, dans un immeuble haussmannien, avec parquet et moulure. Je suis montée dans un vieil ascenseur à cage dorée qui grinçait. Maître Chevalier m'a reçue avec une étreinte paternelle. C'était un homme de haute taille, aux cheveux entièrement blancs, portant des lunettes cerclées et un regard qui respirait la sagesse et l'expérience. « Madame Adèle, asseyez-vous, je vous en prie. Racontez-moi ce qui se passe. » Et là, pour la première fois depuis des mois, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. L'humiliation du dîner, les ordres permanents, l'invisibilité, le mépris, les conversations surprises, le projet de m'envoyer en EHPAD. J'ai parlé pendant 40 minutes, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, j'avais les yeux injectés de sang et les mains fébriles. Maître Chevalier m'a tendu un mouchoir en lin. « Madame Adèle, dit-il d'une voix grave, ce que vous me décrivez, c'est de la maltraitance. Maltraitance émotionnelle, abus de faiblesse et spoliation. Et vous n'êtes pas seul. Nous avons l'arsenal juridique pour vous protéger. » J'ai sorti l'acte du coffret. Je le lui ai tendu d'une main tremblante. Il l'a lu posément, a ôté ses lunettes, les a astiquées, les a remises. Il l'a relu. Puis il a souri. « C'est du béton armé, Adèle. C'est de l'or pur. Maître Girard a fait un travail remarquable. Cet acte est enregistré, notarié. Il est parfaitement légal, irréfutable. Que puis-je en faire? Vous avez 2 options. La première, exiger le paiement intégral de la dette, 185 000 €. Si votre fils est insolvable, il devra vendre la maison ou trouver les fonds ailleurs. La seconde, exécuter la clause de copropriété, revendiquer légalement les 50% du bien, devenir copropriétaire officiel. Et si je fais cela? Alors vous auriez le droit formel de vivre ici sans que personne ne puisse vous en chasser. Ou vous pourriez céder votre part. Ou exiger la vente de la maison et le partage des bénéfices. Le pouvoir serait de votre côté. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de respirer. Combien de temps cela prendrait-il? Si nous entamons la procédure aujourd'hui, dans 15 jours, tout sera en ordre. Notification légale, enregistrement au service de la publicité foncière, tout. Faites-le, ai-je dit sans la moindre hésitation. Faites le nécessaire. Maître Chevalier a hoché la tête. En êtes-vous sûre, Madame Adèle? Car cela va tout changer. Votre relation avec votre fils, avec votre belle-fille. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Maître Chevalier, ma relation avec mon fils est déjà détruite. Ma belle-fille me traite comme une ordure. Je n'ai rien à perdre, mais j'ai beaucoup à regagner, à commencer par ma dignité. Il a souri avec tristesse. Votre époux serait fier de vous. Je suis sortie de cette étude le cœur battant, non pas de peur, mais de détermination. Car la guerre n'était plus une hypothèse, c'était une certitude. Et je venais de tirer la première salve. 3 jours après mon entrevue avec Maître Chevalier, le pire s'est produit. Une chose que je n'aurais jamais cru possible de la part de mon propre fils. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans ma chambre, lisant, m'efforçant de m'occuper, en attendant des nouvelles de l'avocat. Je suis descendue à la cuisine chercher un verre d'eau. La maison était calme. Les enfants jouaient chez la voisine. Je croyais Julien et Manon sortis.
mais j'ai alors entendu leur voix. Elles provenaient du salon. Ils chuchotaient, mais pas assez. Je suis restée figée dans le couloir, dissimulée par le mur. « Je n'en peux plus, Julien », disait Manon d'une voix excédée. « Ta mère me rend folle. Elle est partout. Son odeur de vieille eau de Cologne imprègne la maison. Quand j'ai des invités, j'ai honte. Mes amis me demandent pourquoi elle est encore là. »« Manon, c'est ma mère, » a commencé Julien. « Exactement, ta mère, pas la mienne. Je n'ai pas signé pour cohabiter avec une belle-mère 24 heures sur 24. Ce n'est pas un hospice ici. » Il y eut un long silence. Puis, j'ai entendu mon fils soupirer lourdement. « Que suggères-tu » a-t-il demandé d'une voix lasse. « Qu'on lui trouve une place. Il y a de très bonnes résidences, avec des parcs, des infirmières, des animations. Elle serait mieux prise en charge. Elle verrait des gens de son âge. Elle serait moins seule. » Mon cœur s'est mis à cogner si fort que j'ai cru défaillir. « Un EHPAD » a dit Julien. « N'appelle pas ça comme ça. Ce sont des résidences-services pour seniors, des endroits convenables. J'en ai regardé plusieurs. Il y en a une à Rueil-Malmaison, qui a l'air très bien. Elle a une piscine, une bibliothèque, des ateliers d'art. Et combien ça coûte ? Il y a plusieurs formules, de 2 500 € par mois jusqu'à 4 500 €, selon la dépendance. 2 500 €, a répété Julien, songeur. Oui. Et écoute, je sais que ça paraît cher, mais réfléchis. Ici aussi, elle nous coûte. Nourriture, électricité, eau, chauffage, tout ça s'accumule. Et surtout, on récupère notre intimité, notre maison, notre espace familial. Nouveau silence. Ma respiration était si erratique que j'ai dû plaquer ma main sur ma bouche. Je ne sais pas, Manon. C'est ma mère. J'ai promis à mon père que je veillerais sur elle. Et tu veilles sur elle ? Mais veiller sur elle ne veut pas dire sacrifier ton couple, ta sérénité, ton foyer. Julien, soyons francs, elle prend de l'âge. Elle a besoin de plus d'attention que ce que nous pouvons lui offrir. Dans une résidence, elle aurait un suivi professionnel. Ce ne serait pas l'abandonner, ce serait le mieux pour tous, y compris pour elle. Tu crois ? J'en suis certaine. Et puis, regarde la situation actuelle. Elle ne quitte presque plus sa chambre. Elle est triste, elle déprime. Elle n'est pas heureuse ici, Julien. Admets-le. Évidemment que je n'étais pas heureuse. Comment l'être quand on me traitait comme un objet gênant ? Laisse-moi réfléchir, a dit Julien finalement. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, chérie. Fais-le pour nous, pour les enfants, pour notre famille. Cherchons des options cette semaine. Visitons 1 ou 2 établissements sans engagement, juste pour voir. D'accord, a cédé mon fils. Voyons ce qui existe. Parfait. On en trouvera une bien, mais pas la plus chère non plus. Il y en a autour de 2 500 ou 2 800 € qui sont tout à fait décentes. Décentes. Comme si j'étais un animal pour qui on cherchait un refuge décent. Oui, a dit Julien. Un endroit digne, avec un parc et ce genre de choses. Évidemment, mon amour. On ne va pas l'envoyer dans un mouroir. Mais on doit vraiment régler ça rapidement. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça suffit. J'ai entendu leurs pas se rapprocher. J'ai monté les escaliers à 4 pattes, en étouffant mes bruits. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je suis restée là, adossée à la porte, tentant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Mon fils unique, l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, le bébé que j'avais nourri au sein, le petit garçon qui sanglotait dans mes bras quand il tombait de vélo, l'adolescent qui m'avait soutenu quand son père était mort. Ce même fils venait d'accepter de m'interner dans un EHPAD parce que sa femme était à bout, parce que mon odeur imprégnait la maison, parce qu'ils avaient honte de moi. J'ai marché jusqu'au miroir. Je me suis regardée. Une femme de 67 ans, cheveux blancs, peau ridée, des mains qui tremblotaient. Une femme invisible, superflue, un fardeau en sursis. Mais mes yeux sont descendus vers le coffret de velours grenat qui était sur mon lit. Je l'ai ouvert lentement. J'ai sorti l'acte. Et j'ai aussi pris mon téléphone.
J'ai composé le numéro de Maître Chevalier sans une seconde d'hésitation. Il a répondu au 3e bip. « Madame Adèle, tout va bien ?»« Maître Chevalier », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Une voix froide, dure, résolue. « Lancez toute la procédure. Maintenant. Je veux que vous entamiez le processus légal immédiatement. Je veux exécuter la clause de copropriété. Ta, je veux qu'ils apprennent de la manière la plus officielle possible que cette maison est aussi la mienne. Et que personne, absolument personne, ne va m'enfermer dans un quelconque fichu EHPAD. » Il y eut un temps mort. « Vous êtes certaine, Madame Adèle ? » Une fois la procédure lancée, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi certaine de toute ma vie. Alors, nous commençons dès demain, à la 1re heure. Dans une semaine, tout sera prêt. Préparez-vous, car quand ils l'apprendront, la tempête va souffler. « Quel souffle ?» ai-je répondu. « Parce que je ne suis plus la vieille femme apeurée qu'ils s'imaginent. Je suis l'ouragan qui s'apprête à démolir leur château de mensonges. » J'ai raccroché. Je me suis assise sur le lit. Et pour la première fois en 3 ans, je me suis sentie puissante. Car ils pouvaient et bien planifier mon avenir. Mais j'avais le pouvoir de changer le leur. Et cette même semaine, Manon allait apprendre quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, que l'espace qu'elle m'avait refusé à sa table était le même toit qu'elle était sur le point de perdre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Non par tristesse, mais par une lucidité absolue. Je suis restée assise sur mon lit avec l'acte notarié déployé devant moi, lisant chaque mot, chaque clause, chaque ligne qui me restituait le pouvoir que j'avais égaré. Et pendant que le monde dormait, je préparais ma riposte, car c'est une chose d'être humilié. C'en est une autre de se laisser faire. Le lundi à 9 heures, mon téléphone a sonné. C'était Maître Chevalier. « Madame Adèle, j'ai des nouvelles. J'ai vérifié l'intégralité du dossier. L'acte est imparable. Nous lançons la procédure cet après-midi. J'ai besoin que vous passiez signer quelques documents annexes. »« En combien de temps pouvons-nous agir ?» ai-je demandé. « Si tout se passe bien, dans 7 jours ouvrés, nous aurons la notification officielle prête. Nous l'enverrons par courrier recommandé, avec accusé de réception, et par voie d'huissier. Ils ne pourront l'ignorer. Il sera acté légalement que vous êtes copropriétaire à 50% de ce bien. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Et que pourront-ils faire ? » ?»« Rien. Le document est signé devant notaire, enregistré. Il est irréfutable. Votre fils aura 3 options. Vous payez l'intégralité des 185 000 €, accepter la copropriété et composer avec cette réalité, ou vendre le bien et partager le produit de la vente. « Parfait !» ai-je dit d'une voix ferme. « Agissez ! Il y a autre chose que je voudrais vous conseiller, Madame Adèle. Dites-moi, ne leur dites rien pour l'instant. Comportez-vous normalement, comme si de rien n'était. Quand ils recevront la notification, le choc sera plus grand. Légalement, vous serez protégé, car tout aura été fait dans les règles de l'art, sans confrontation préalable qu'ils pourraient instrumentaliser contre vous. Me comporter normalement, ai-je répété. Exactement. Soyez la grand-mère invisible qu'ils croient que vous êtes. Laissez-les continuer à vous mépriser. Pendant ce temps, nous préparons l'offensive. Et quand ils s'y attendront le moins, boum, l'assignation. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Ce plan me convient. Bien, je vous attends cet après-midi à 16 heures. Munissez-vous d'une pièce d'identité et d'une copie de votre acte de naissance. J'ai raccroché, me sentant plus vivante que jamais. Les jours suivants, j'ai suivi à la lettre les conseils de Maître Chevalier. J'ai agi comme si de rien n'était. Je descendais à la cuisine à l'aube, avant Manon, pour ne pas gêner. Je m'enfermais dans ma chambre quand ses amis arrivaient. Je souriais quand elle me donnait des ordres. J'hochais la tête quand elle me parlait comme à une enfant diminuée. Mais à l'intérieur, chaque affront devenait un moteur. Le mardi, alors que je préparais mon café, Manon est descendue en peignoir. « Belle maman, vous pouvez nettoyer la cuisine ? Je suis en retard pour mon cours de pilates. »« Bien sûr, ma fille.
ai-je répondu avec une fausse déférence. Elle ne m'a même pas remerciée. Elle est partie en trombe avec son sac de sport griffé, laissant la cuisine sans dessus-dessous. J'ai nettoyé en imaginant son visage à la réception de la notification. Le mercredi, j'ai surpris une autre conversation. Manon téléphonait dans le jardin. Elle croyait que je ne l'entendais pas de ma fenêtre. « Oui, ma chérie, on a trouvé un endroit. C'est une résidence à Rueil-Malmaison. Pas mal. Ça coûte 2800 € par mois, mais ça les vaut. Il y a un parc et une salle de cinéma. Ma belle-mère va y être heureuse, entourée de gens de son âge. Et nous, on va enfin récupérer notre maison. » Récupérer sa maison! Quelle ironie! Le jeudi, maître Chevalier m'a appelé. « Madame Adèle, tout est prêt. Demain, la notification officielle partira. Elle devrait arriver lundi matin. Êtes-vous prête? Plus que jamais. Avez-vous un lieu où vous réfugiez quelques jours, au cas où la situation deviendrait explosive? Je ne bougerai pas d'ici, ai-je répondu fermement. Cette maison est autant à moi qu'à eux. Je n'ai pas à me cacher. Je comprends. Mais je veux que vous sachiez une chose capitale. Une fois qu'ils auront reçu cette notification, légalement, ils ne peuvent pas vous mettre à la porte. S'ils tentaient de le faire, ce serait une expulsion illégale, et nous pourrions les poursuivre au pénal. Vous avez le droit de votre côté. Parfait. Et une dernière chose, Madame Adèle. Oui? Votre époux serait très fier de la femme courageuse que vous êtes. Ces mots m'ont à la fois brisé et renforcé. Le vendredi matin, Julien m'a adressé la parole pour la première fois depuis des jours. Il est monté dans ma chambre, l'air coupable. « Maman, on peut discuter ?»« Bien sûr, mon fils. Assieds-toi. » Il s'est assis sur le bord de mon lit, mal à l'aise, triturant ses mains. « Maman, Manon et moi avons réfléchi. Et on pense que peut-être que tu serais plus à l'aise dans un endroit où il y aurait plus de gens de ton âge, où on s'occuperait mieux de toi. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. « Tu es en train de me dire que tu veux me placer dans un EHPAD? » « Non, maman, ce n'est pas un EHPAD. C'est une résidence de standing, avec un parc, des activités. » « Je vois. Ne le prends pas mal. C'est juste qu'on pense que ce serait mieux pour toi. Plus de compagnie, des soins adaptés. » J'ai eu envie de lui hurler ma rage, de lui brandir l'acte sous le nez. Mais je me suis souvenu des mots de maître Chevalier. « Agissez normalement. » J'ai donc pris une profonde inspiration et j'ai dit « C'est d'accord, Julien, si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux. » Il est resté ébahi. « Vraiment? Tu n'es pas en colère? » « Je suis fatigué, mon fils. Fatigué de bien des choses. Si vous pensez que c'est la solution, alors soit. » Il m'a maladroitement serré dans ses bras. « Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Lundi, on ira visiter l'endroit. C'est très bien. Tu vas aimer. » Il est sorti de ma chambre, apaisé. Et je suis restée là, assise, à égrener les heures. Car lundi, nous n'irions visiter aucun EHPAD. Lundi, il recevrait la notification qui allait tout changer. Ce soir-là, j'ai préparé ma plus belle tenue. La robe bleu roi, avec des boutons argentés que Michel m'avait offerte pour nos 40 ans de mariage. Je me suis fait les ongles. J'ai soigné ma coiffure. Car je savais que dans 3 jours, tout allait voler en éclats. Et quand cela arriverait, je voulais paraître digne, forte, comme la femme qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Le lundi s'est levé sous un ciel de plomb, comme si même la météo pressentait l'imminence d'un drame. Je me suis levée à 6 heures. Je me suis douchée longuement. J'ai enfilé la robe bleu roi. Je me suis maquillée sobrement. Je me suis coiffée avec soin, relevant mes cheveux blancs en un chignon élégant. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une femme nouvelle. Non plus la vieille femme transparente que j'avais été pendant 3 ans. J'ai vu quelqu'un sur le point de reconquérir sa dignité. Je suis descendue à la cuisine à 7 heures. J'ai préparé du café. J'ai dressé la table du petit déjeuner avec de jolies cèpes. Manon est descendue à 7h30, étonnée de me voir lever si tôt. « Bonjour, belle maman. Il s'est passé quelque chose? Vous êtes sur votre 31. »« Bonjour, Manon. Non, rien. J'ai juste voulu me lever tôt. » Elle m'a observée avec suspicion mais n'a rien dit.
Julien est descendu peu après. « Maman, aujourd'hui après le bureau, on ira voir cette résidence. Ça te va vers 18h ?» J'ai souri. « Ça me semble parfait, mon fils. » À 9h du matin, on a sonné. J'étais au salon, feignant de parcourir un magazine. Manon a ouvert. « Bonjour, Madame Manon Fournier, née Dupont ? » « Oui, c'est moi. J'ai une signification d'huissier pour vous et pour Monsieur Julien Fournier. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. » J'ai entendu le crissement du stylo. La porte s'est refermée, les pas de Manon se rapprochant du salon. Elle tenait une grande enveloppe Kraft. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle marmonné en déchirant l'enveloppe d'une main tremblante. Elle a sorti les documents, a commencé à lire. Son visage est passé du rose au blanc cireux en quelques secondes. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle articulé. Elle s'est affalée sur le canapé, lisant et relisant. « Julien !» a-t-elle hurlé d'une voix perçante. « Julien, viens ici, immédiatement !» Mon fils a dévalé les escaliers, affolé. « Qu'y a-t-il » Manon lui a lancé les papiers. « Lis ça ! Lis ça maintenant !» Julien a pris les documents. Ses yeux ont survolé les lignes. Une fois, 2 fois. Le sang a reflué de son visage. « Non, non, ce n'est pas possible !» a-t-il soufflé. « Qu'est-ce que c'est, Julien ?» a crié Manon en se redressant. « Pourquoi est-il écrit ici que ta mère est propriétaire de 50% de cette maison ?» Julien m'a regardé. J'ai soutenu son regard, calme, impérial. « Maman, c'est toi qui as fait ça ?» Je me suis levée lentement. « Oui, Julien, c'est moi. »« Pourquoi ?» a hurlé Manon, des larmes de rage perlant à ses yeux. « Pourquoi tu nous fais ça ?»« Parce qu'il y a 3 ans, ai-je dit d'une voix posée, mais tranchante. J'ai prêté 185 000 € à mon fils pour acheter cette maison. Et il a signé un acte notarié reconnaissant cette dette. Un acte qui comprenait une clause très claire. Si dans 5 ans, il ne me remboursait pas, j'obtiendrais 50% de cette propriété. » Manon s'est tournée vers Julien, furibonde. « Tu étais au courant ?» Julien a bégayé. « J'ai signé ce papier, mais je pensais que maman ne l'utiliserait jamais, que c'était juste une formalité. » « Une formalité ?» Manon était au bord de la crise de nerfs. « Tu m'avais dit que tu avais acheté cette maison avec tes économies. Tu m'as menti, Julien. » J'allais la rembourser. J'allais. « Quand allais-tu la rembourser ? 3 ans ont passé et tu n'as jamais rien dit. » Je me suis approchée de la table de la salle à manger. J'ai sorti de mon sac une copie de l'acte complet et je l'ai posée sur la table. « Tout est là, » ai-je dit. La reconnaissance de dette, l'accord, les signatures. Tout est enregistré légalement chez Maître Girard, notaire. Tout est en règle, tout est légal, tout est irréfutable. Manon a saisi les papiers d'une main fébrile, les a lus, les a relus. Puis, elle m'a regardé avec une haine que l'on pouvait presque toucher. « C'est un coup monté, de la manipulation. Vous n'êtes qu'une vieille manipulatrice. » Quelque chose en moi s'est libéré. Non pas de la tristesse, mais de la puissance. « Manipulatrice ?» ai-je répété d'une voix glaciale. « Je suis manipulatrice parce que je protège mon bien ? Dis-moi, Manon. Qui manipule qui ? La femme qui a donné près de 185 000 € pour que son fils ait un toit ? Ou la femme qui, pendant des mois, m'a traitée comme une paria ? Qui m'a interdit de m'asseoir à ma propre table, m'a commandé comme si j'étais sa bonne et a comploté pour m'enfermer dans un EHPAD pour récupérer sa maison ? » Le silence fut assourdissant. « Oui, » ai-je poursuivi. J'ai tout entendu. La conversation où tu as dit que mon odeur imprégnait les murs. Où tu as dit à tes amis que j'étais un boulet. Où tu as convaincu mon fils de m'enfermer dans une résidence à 2 800 € par mois parce que c'était plus rentable que de m'avoir ici. Julien a fermé les paupières. « Maman... »« Non. Si, Julien. » l'ai-je interrompu. « Assez. Pendant 3 ans, je suis devenue invisible dans cette maison. Ma maison. La maison que j'ai contribué à payer. J'ai accepté les humiliations. J'ai enduré le mépris.
Je me suis tue quand on m'a traité comme si je n'avais aucune valeur. Mais quand j'ai compris que vous projetiez de vous débarrasser de moi, ma patience a atteint ses limites. Manon sanglotait sur le canapé. « Tu ne peux pas nous faire ça. On a des enfants. On a une famille. » « J'avais aussi une famille, » ai-je rétorqué, jusqu'à ce que vous décidiez que je n'en faisais plus partie. Je me suis approchée de Julien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Mon fils, je t'ai donné cet argent par amour, parce que tu es mon sang, parce que je croyais que tu veillerais sur moi comme je l'ai fait pour toi. Mais je me suis trompée. Tu as fait un choix. Tu as choisi une femme qui m'a traité comme un déchet. Tu as choisi de te taire pendant qu'elle m'humiliait. Tu as choisi de lui demander la permission pour secourir ta propre mère malade. » Les larmes coulaient sur les joues de Julien. « Pardonne-moi, maman. » « Le pardon ne change pas les faits, » ai-je dit. « Maintenant, écoutez-moi bien tous les deux. Cette maison m'appartient légalement à 50%. J'ai 3 options. Rester ici et exercer mon droit d'occupation. Exiger que vous me payiez les 185 000 € en totalité. Ou forcer la vente de la maison et partager les bénéfices. » Manon a relevé la tête. « Qu'allez-vous faire ?» Je l'ai regardée avec la même froideur qu'elle m'avait témoignée pendant des mois. « Je n'ai pas encore statué. Mais une chose est certaine, Manon. L'espace que tu m'as refusé à ta table, c'est le même toit que tu es maintenant sur le point de perdre. » Le silence qui s'ensuivit était lourd comme le plomb. Manon pleurait, affalée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Julien était debout, le regard vide, vaincu. Et moi, je me tenais droite au milieu du salon, ma dignité retrouvée, me servant d'armure. « Tu ne peux pas nous faire ça, » murmura Manon à travers ses larmes. « Cette maison, c'est tout ce que nous avons. C'est ici que mes enfants grandissent. C'est notre vie. Ta vie, » ai-je répété d'une voix sèche. « Et où était ma vie quand tu m'as bannie du dîner? Quand tu as vendu les meubles de mon mari pour 80 €? Quand tu m'as dit que cette maison était à toi et que j'étais hébergée? » Elle n'a rien trouvé à répondre. Julien a finalement parlé. « Maman, je t'en conjure, dis-nous ce que tu veux. De l'argent? Des excuses? De quoi as-tu besoin pour ne pas nous prendre la maison ?» Je l'ai regardé avec un mélange de peine et de déception. « La seule chose dont j'avais besoin, mon fils, c'était que tu me traites comme ta mère. Pas comme un poids mort. Mais il est trop tard pour cela. » À cet instant, on sonna. C'était Maître Chevalier. Je lui avais demandé de passer ce matin-là, après la réception de la notification. J'ai ouvert moi-même. « Bonjour, Madame Adèle », a-t-il salué d'une voix professionnelle. « Bonjour, Maître Chevalier. Entrez, je vous prie. » Il est entré avec son porte-documents en cuir, son costume anthracite impeccable et cette aura qui forçait le respect. Manon et Julien l'ont dévisagé comme s'il était le fossoyeur. « Permettez-moi de me présenter, » a dit Maître Chevalier. « Je suis Hériberto Chevalier, avocat spécialisé en droit de la famille et du patrimoine. Je représente légalement Madame Adèle Fournier. Je viens vous exposer la situation juridique dans laquelle vous vous trouvez. » Il a ouvert son porte-documents et a sorti d'autres papiers. « Comme vous l'a signifié l'huissier, Madame Adèle est légalement copropriétaire à 50% de cet immeuble. L'acte signé il y a 3 ans devant Maître Girard est parfaitement valide et a été publié. Il n'y a aucune voie de recours. Mais il doit y avoir une faille, » a bafouillé Manon. « Il n'y en a aucune, » a répondu Maître Chevalier fermement. Monsieur Fournier disposait de 5 ans pour honorer sa dette. Il n'a pas versé un seul centime. Par conséquent, la clause de garantie s'est activée de plein droit. Légalement, Madame Adèle dispose de 3 options que je dois, en tant que son conseil, vous soumettre. Il a posé 3 chemises sur la table. Option 1. Exiger le paiement complet et immédiat de 185 000 €, majoré des intérêts légaux courus sur 3 ans, ce qui porte la somme à environ 200 000 €. Si vous êtes insolvable, la saisie immobilière est enclenchée. Manon a hoqueté. Option 2. Madame Adèle exerce son droit de copropriété et demeure vivre ici indéfiniment,
Vous ne pourriez ni vendre, ni louer, ni hypothéquer le bien sans son accord formel. Vous ne pourriez pas non plus exiger son départ. Ce serait illégal. Julien a fermé les yeux. Option 3. On engage une procédure de licitation, c'est-à-dire la vente forcée du bien. Le produit de la vente est partagé à 50-50 après remboursement du capital restant dû à la banque. Chaque partie reçoit son dû et reprend sa liberté. Non, a pleuré Manon. Non, non, non. Cette maison vaut près de 900 000 €. Si on rembourse la banque, il reste 500 000 €. Ça ferait seulement 250 000 € chacun. On ne peut rien acheter de correct avec ça. Vous nous ruinez. Je me suis approchée d'elle lentement. Je te ruine, Manon? Pendant des mois, c'est toi qui as ruiné mon estime de moi, ma dignité, ma place dans cette famille. Tu m'as réduite à rien. Et maintenant que j'ai le pouvoir de te faire la même chose, tu comprends ce que l'on ressent. Je me suis tournée vers Maître Chevalier. Puis-je faire connaître ma décision maintenant? Évidemment, Madame Adèle. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé mon fils, cet homme de 43 ans, qui fut un jour le petit garçon blotti contre moi. J'ai vu ses yeux rougis, son visage défait, sa culpabilité, et j'ai senti quelque chose céder en moi. Ce n'était pas la vengeance que je désirais, c'était la liberté. J'ai pris ma décision. Ai-je dit d'une voix ferme. Je vais vendre mes 50%. Mais pas à vous. Je vais les vendre sur le marché, au plus offrant. Et avec cet argent, je m'achèterai mon propre chez moi. Petit, simple, mais à moi. Où personne ne me dictera où m'asseoir, ou ce que je peux toucher. Maman, je t'en prie. A supplié Julien. Non, mon fils, ma décision est prise. Vous avez pris la vôtre quand vous avez projeté de m'enfermer dans une résidence. Maintenant, assumez-en les conséquences. Manon s'est levée, écumante. C'est de la pure vengeance. Vous êtes une vieille femme acariâtre. Maître Chevalier est intervenu d'un ton glacial. Madame, je vous recommande de modérer vos propos. Vous vous adressez à la copropriétaire de cette maison. Toute agression verbale ou physique pourrait justifier des poursuites supplémentaires. Manon s'est effondrée à nouveau sur le canapé. Julien s'est approché de moi. « Maman, tu ne me pardonneras jamais ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Le pardon n'efface pas le préjudice, Julien. Il ne me rend pas les 3 ans d'humiliation. Il ne me rend pas la dignité perdue. Mais il ne t'empêche pas de la regagner. Un jour peut-être. Si tu apprends ce que signifie le respect de celle qui t'a donné la vie. » Je me suis tournée vers Maître Chevalier. « Engagez la procédure de vente de ma part. Je veux que ce soit rapide et net. » « Ce sera fait, Madame Adèle. » J'ai monté les escaliers vers ma chambre. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Manon et le silence brisé de mon fils. Mais je ne me suis pas retournée. Parce que pour la première fois en 3 ans, je marchais la tête haute, sans peur, sans honte, sans demander la permission d'exister. 6 mois plus tard, je suis assise sur le balcon de mon appartement. Il est petit, juste 2 pièces. Mais il a quelque chose que cette grande maison de Saint-Germain-en-Laye n'a jamais eu. Il est entièrement à moi. Il est dans le quartier du Marais. 3e étage, avec un balcon rempli de jardinières où poussent mes glycines pourpres, du basilic, du romarin et ces gardénias blancs que Michel aimait tant. D'ici, je vois la rue, les gens qui flânent, les enfants qui jouent, la vie qui s'écoule sans me demander l'autorisation d'exister. J'ai acheté ce lieu avec l'argent de la vente de ma part de la maison. Maître Chevalier a trouvé un acquéreur en 3 semaines, un investisseur étranger qui a payé un bon prix. 260 000 € net pour moi, après toutes les démarches. Avec cette somme, j'ai acheté cet appartement sans crédit. Il me reste 50 000 € que j'ai placés sur une assurance vie qui me verse un complément mensuel de 800 €. Ce n'est pas le Pérou, mais c'est suffisant. Et surtout, c'est à moi. Personne ne peut me le prendre. Personne ne me dit où m'asseoir. Personne ne m'interdit d'entrer dans ma cuisine. Personne ne me fait me sentir transparente. Ici, dans ce petit espace, j'ai retrouvé une chose que j'avais perdue. Mon identité. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue.
des femmes de mon âge qui savent ce que signifie survivre. Nous prenons le café le jeudi, nous allons au marché le samedi. Nous rions de choses que seuls nous pouvons comprendre. Je me suis inscrite à un atelier d'aquarelle. Je n'ai aucun talent, mais j'aime ça. Ça me fait me sentir vivante. Le dimanche, je cuisine ma blanquette. L'odeur embaume l'étage et mes voisins frappent à ma porte pour me demander si je vends. Je leur offre des parts. Ils m'apportent des brioches ou des confitures. C'est ainsi qu'on tisse des liens, avec respect, avec réciprocité, avec un amour qui ne blesse pas. Et Julien, 6 mois ont passé depuis ce matin-là. La première semaine, je n'ai eu aucune nouvelle. Puis, au bout d'un mois, j'ai reçu un message. « Maman, pardonne-moi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Pardonne-moi. » Je n'ai pas répondu sur le champ. J'ai laissé ce message mûrir dans mon téléphone pendant des jours. Finalement, je lui ai écrit « Le pardon est un chemin, mon fils. Pas un mot. Si tu veux me retrouver, commence par respecter qui je suis, pas celle que tu voudrais que je sois. » 2 autres mois ont passé. Puis j'ai reçu un appel. C'était Julien. Il pleurait. « Maman, Manon est partie. » Je suis restée silencieuse. Elle n'a pas supporté la pression de devoir vendre la maison, de déménager dans un logement plus petit, que ses amis soient au courant de tout. Elle est partie avec les enfants chez sa mère. Elle demande le divorce. Une partie de moi aurait voulu jubiler. Mais je n'ai pas pu. J'ai seulement ressenti de la peine pour mon fils. J'en suis navrée, Julien. Je me retrouve seule dans un 2 pièces à Boulogne-Billancourt. Je travaille sans arrêt, je vois mes enfants un week-end sur 2. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est tout ce que j'ai perdu, en ne te respectant pas. Sa voix s'est étranglée. Tu crois qu'un jour tu pourras me pardonner? J'ai regardé par ma fenêtre. Les glycines sur le balcon frémissaient dans le vent. Julien, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Il ne signifie pas revenir en arrière. Il signifie apprendre, grandir, changer. Es-tu prêt à faire cela? Oui, maman, n'importe quoi. Alors, recommençons doucement. Un appel par semaine, un café par mois. Sans attente, sans exigence. Juste 2 personnes qui réparent ce qui a été cassé. Merci, maman, a-t-il soufflé. Merci. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Julien m'appelle tous les mercredis. Il me parle de son travail, de ses enfants, de la difficulté d'être un père seul. Je l'écoute. Parfois, je lui donne un conseil. Parfois, je lui dis juste « Tu vas t'en sortir, mon fils. » Le mois dernier, il est venu me rendre visite. Il a apporté des fleurs, des gardénias blancs. Il s'est assis dans mon petit salon et a regardé autour de lui. « C'est joli ici, maman. C'est paisible. Parce qu'ici, personne ne me fait sentir que je suis de trop. » ai-je répondu. Il a baissé les yeux. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait ressentir ça. »« Je sais. Et nous y travaillons. » Avant de partir, il m'a prise dans ses bras. Une étreinte longue, sincère, le genre d'étreinte que j'attendais depuis des années. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. Je t'ai toujours aimé, même quand tu me faisais souffrir. Mais l'amour ne signifie pas accepter d'être maltraité. Et c'est quelque chose que nous devions tous les 2 apprendre. Maintenant, alors que j'écris ces lignes depuis mon balcon, une tasse de café fumant à la main et le soleil illuminant mes plantes, je ressens quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Ce n'est pas une paix parfaite. Il y a encore des cicatrices. Le souvenir est encore douloureux. Mais c'est ma paix, bâtie de mes propres mains, dans mon espace, ma dignité intacte. Et si je pouvais m'adresser à chaque femme qui vit une situation similaire, je lui dirais ceci. Votre valeur ne dépend pas de votre capacité à endurer. Vous n'êtes pas plus forte parce que vous vous taisez. Vous n'êtes pas plus aimante parce que vous acceptez les humiliations. La vraie force, c'est de dire « assez ». C'est de défendre ce qui vous appartient, d'exiger le respect, de vous souvenir que l'amour qui vous détruit n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en devoir familial. Et vous méritez mieux, bien mieux. Parce qu'au final,
La vraie richesse n'est pas dans les grandes maisons, ni dans les dîners élégants, ni dans les apparences sauvées. La vraie richesse, c'est le respect que vous vous portez à vous-même et l'espace que vous occupez sans demander la permission. Cet espace que plus personne ne pourra jamais vous reprendre. Si cette histoire a résonné en vous, laissez-moi un commentaire en me disant d'où vous nous lisez. Avez-vous traversé une épreuve similaire? Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci? Mettez un like si vous pensez que la dignité est inestimable et abonnez-vous pour continuer à partager des histoires de femmes qui se sont redressées quand le monde tentait de les mettre à terre. Parce qu'ici, dans cet espace, toutes les voix comptent, toutes les histoires ont de la valeur et aucune femme n'est seule. Merci de m'avoir accompagnée dans le voyage d'Adèle. À la prochaine histoire. Fin.